Alors bonsoir, bonjour à tout le monde. Bonjour Abel. Bonjour. Merci. Merci pour ta présence ce soir. Alors Abel Rodriguez, donc qui va être le formateur, l'intervenant ce soir, nous vient de Suisse, mais il habite en Argentine depuis plusieurs années maintenant. Et il est actuellement professeur de français, notamment à l'Academia Arguello, qui est un établissement privé de la ville de Cordoba. Et c'est un établissement qui a obtenu le label France Éducation, qui est un label octroyé par le ministère d'éducation de France pour valoriser la qualité du travail mené en faveur du français et du bilinguisme dans l'école. Alors, Abel a participé au Belk Été numérique 2021 qui s'est tenu au mois de juillet. Donc, c'est un Belk qui s'est tenu entièrement en ligne. Et dans ce cadre, donc, il a pu suivre 30 heures de formation. Les modules qu'il a suivis sont des modules qui ont été proposés exclusivement pour les enseignants des écoles label France Éducation, donc du monde entier, pas uniquement de l'Argentine. Et notamment, ça a été des modules autour de l'enseignement des disciplines dites non linguistiques. Alors aujourd'hui, Abel propose de partager son expérience et il a décidé de centrer cet atelier autour d'une thématique centrale dans l'enseignement-apprentissage des langues étrangères et je dirais même dans l'enseignement-apprentissage tout court. Donc la thématique est les intelligences multiples. Donc, comme vous devez sans doute le savoir, le psychologue américain Howard Gardner a identifié 8 formes d'intelligence. Et cet atelier se propose de mener une réflexion sur la manière d'intégrer toutes les intelligences dans la salle de classe pour favoriser l'apprentissage de la langue française. Donc, avant de céder la parole à Abel, je souhaite nouvellement le remercier chaleureusement pour sa générosité et le partage de son expérience. Abel, c'est à toi, je coupe mon micro. Bien, super. Alors, merci, merci Caroline. Donc, effectivement, c'est une formation que j'ai eue au mois de juillet de cette année, entièrement virtuelle, donc, pour découvrir toutes les ressources qu'on a à la disposition, Canopé. Et un des ateliers que j'ai suivis, c'était donc comment motiver les élèves. Donc, ça m'a beaucoup intéressé, surtout cet aspect des intelligences multiples qui est essentiel donc pour, euh, pour motiver les élèves, non seulement en cours de français, en cours de langue, mais en général. Donc, ça peut toucher à tout le monde, à nous tous qui sommes profs. C'est ce qui m'a le plus intéressé et voilà ce que j'aimerais partager. Bien, alors je vais commencer à partager mon écran avec la présentation. Alors, bien, là, ça commence. Tout est visible. Parfait. On y va. Donc, exploiter les intelligences multiples en classe. Donc, comme j'avais dit, c'est une démultiplication de ma formation. Alors, pour commencer, j'aimerais bien qu'on regarde ensemble cette vidéo qui se trouve sur YouTube du professeur Hurst, qui est très claire. Après cette vidéo, j'aurais presque plus rien à dire. Tout est très clair, mais on va la commenter et puis on va voir un peu ce qu'on peut faire avec tout ce qui est dit. Caroline, si tu peux la partager. J'aimerais vous poser une question. Si la réponse est oui, vous levez la main. Si la réponse est non, vous ne levez pas la main. Simple. Voilà la question. Qui parmi vous est intelligent? Levez la main. Alors c'est intéressant. D'abord, j'en ai vu qui ont levé la main spontanément, d'autres qui ont levé la main en hésitant, et d'autres qui ont mis leurs mains au fond de leur poche, peut-être en serrant le poing très fortement. C'est une question intéressante. Quand on la pose à des petits-enfants,
tous lèvent spontanément la main. Ils sont tous intelligents. Quand on la pose à des enfants un peu plus grands ou bien qui sont adolescents, ça dépend des notes à l'école. S'ils ont des bonnes notes, ils sont intelligents, ils lèvent la main. Si ils ont des mauvaises notes, ils sont bêtes, stupides, crétins, imbéciles, paresseux, doivent mieux faire, etc., ils ne sont pas intelligents, bien entendu, et ils ne lèvent pas la main. Curieusement, quand on pose la question aux enseignants, souvent, les enseignants ne lèvent pas la main. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, bien entendu. C'est parce qu'ils se disent « où est le piège ?» Cette question, elle m'est tombée dessus il y a près de 20 ans. Dans une vie antérieure, j'étais enseignant et je revenais d'un voyage scolaire. Et pendant le voyage scolaire, j'avais découvert, bien entendu, que certains de mes élèves avaient des talents tout à fait insoupçonnés, extraordinaires, comme bien tenir une caméra ou résoudre des conflits entre les élèves. De retour dans le lycée de la banlieue parisienne, je me suis dit, mais comment ça se fait? Certains de ces élèves ont des talents tout à fait étonnants et ils sont en échec scolaire. Comment est-ce possible d'avoir tant de talents et être en échec? Et tout à coup, leur échec est devenu mon propre échec. Alors j'ai creusé la question. Ça m'a conduit plusieurs fois aux États-Unis, en Australie, et dans mes recherches, je suis tombé sur une vision de l'intelligence très, comment dire, très rafraîchissante et très facile à comprendre et très riche à la fois. La théorie des intelligences multiples de Howard Gardner. Alors j'en parle depuis assez longtemps et je me souviens d'une conférence que j'ai faite une fois dans un lycée technique dans une banlieue difficile. Il y avait les élèves devant moi, les enseignants derrière. À la fin de ma conférence sur les intelligences multiples, il y a une jeune fille, une élève qui lève la main et qui dit « Monsieur, si je vous ai bien compris, moi aussi je suis intelligente. » Je dis « Oui, mademoiselle, bien entendu, vous aussi vous êtes intelligente, comme nous tous. » L'étonnant est venu après, c'est lorsqu'un enseignant m'a dit que cette jeune fille était en profond échec scolaire. Et ce jour-là, elle a compris qu'elle aussi, elle était intelligente, et vraiment intelligente. Et à partir de là, on peut commencer à construire, ou à reconstruire lorsque la personnalité a été abîmée. Alors, de quoi s'agit-il? D'après Howard Gardner, nous avons tous, potentiellement, on pourrait dire dans notre ADN, 8 formes d'intelligence. Nous les avons toutes à la naissance potentiellement. Et elles forment notre bouquet d'intelligence. Vous voyez ce beau jeune homme, il a son bouquet d'intelligence dans la main. Dans ce bouquet, il y a 8 fleurs, mais vous remarquez que certaines sont bien développées et d'autres sont moins bien développées. Tout ça pour dire qu'en général, il y a des intelligences que nous développons bien et d'autres intelligences que nous laissons plus ou moins en sommeil. Quelles sont ces intelligences? C'est très simple. Un enfant de grande section de maternelle peut comprendre ce que je vais vous dire. J'en ai été le témoin. Prenons des exemples. Vous êtes chez vous, avec votre conjoint ou votre conjointe, et vous adorez faire tourner les meubles. Alors, tiens, le canapé, on va le mettre ici. Le meuble de la grand-mère que j'aime pas, on va le mettre là. Ton fauteuil préféré, voilà. Vous vous créez des images mentales. C'est ce qu'on appelle l'intelligence visuelle spatiale. Ou bien, vous adorez le bruit, le feulement d'un V8, d'un gros V8, le bruit d'un moteur extraordinaire. Ou bien, vous trouvez que toute la beauté du monde se trouve dans un opéra de Mozart. C'est une autre manière d'être intelligent. L'intelligence musicale rythmique. Ou bien vous adorez les mots, tout ce qui concerne les mots qu'on lit, qu'on écrit, qu'on entend, qu'on parle, c'est encore une forme d'intelligence, l'intelligence verbale, linguistique. Ou bien vous adorez aussi tout ce qui est logique, la cause et conséquences, tout ce qui est mathématique, scientifique, intelligence, logique, mathématique. Ou bien encore, vous êtes bien dans votre corps, vous êtes à l'aise à votre corps, vous savez faire des choses très précises, vous aimez danser, vous aimez faire un sport très précisément, ou bien vous aimez bricoler, construire, intelligence corporelle. Ou encore, vous adorez la nature, vous adorez l'observer, vous adorez classer les choses, les arbres, les animaux,
les cailloux, l'intelligence naturaliste. Et deux autres intelligences encore. Une intelligence pour rentrer en contact avec les autres, l'intelligence interpersonnelle. Et l'intelligence pour mieux se connaître, l'intelligence intrapersonnelle. Connaître ses forces et ses faiblesses. Voilà, c'est tout. Un enfant peut comprendre ça. Et quand on découvre cette théorie, on se dit, bon sang, mais c'est bien sûr, pourquoi on ne m'a pas dit ça avant? Tout est clair. Alors il y a 20 ans, quand j'ai découvert ça, ça n'intéressait personne. Maintenant, on en parle plus, même d'une manière parfois pas très maligne. Une fois, un journaliste m'a contacté en disant, j'aimerais bien écrire un article sur les intelligences multiples. Je dis, bon, très bien. Et il ajoute, bon, 8 intelligences, c'est beaucoup. Est-ce qu'on ne pourrait pas en prendre que 3 ou 4? Je dis, non, 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 non. Non, non, non. On prend toutes les intelligences. Parce qu'on en a besoin de toutes. On a besoin de toutes ces intelligences. Voilà. Mais il y a un endroit où ça fait mal quand on appuie. C'est l'école. Il a souvent été remarqué que notre système d'éducation ne favorisait et n'utilisait que 2 formes d'intelligence. 2 sur 8. C'est-à-dire qu'à l'école, on n'utilise jamais, on ne développe jamais, ou quasiment jamais, les 3/4 de nos intelligences. 6 sur 8. Et même on les pourchasse. Par exemple, vous prenez un enfant qui a une intelligence interpersonnelle très forte. Pour lui, pour apprendre, pour réfléchir, pour mémoriser, pour tout, il faut qu'il parle. C'est nécessaire. Et ça va se traduire par parle toujours à ses camarades, sera collé 2 heures samedi. Voilà. Du côté des évaluations, voilà un dessin. Il y a un éléphant, un singe, un poisson rouge, un phoque et un pingouin. Et le monsieur à sa table dit, afin d'assurer une sélection juste et correcte, la consigne sera la même pour tous, grimper sur l'arbre. C'est ce que fait le système scolaire, souvent. Cette phrase vient d'une phrase d'Albert Einstein dont il était question tout à l'heure. Albert Einstein disait « Demandez à un poisson de grimper à un arbre et il se considérera comme un crétin toute sa vie. » Et oui, parce qu'un poisson, lui, il est bien dans l'eau, il est fort dans l'eau. Donc, à la fois, cette manière d'évaluer, cette manière d'enseigner qu'on a dans notre système, ça crée essentiellement 2 choses. Ça crée d'abord beaucoup de souffrance. Ça crée beaucoup de souffrance pour les élèves qui ne réussissent pas à l'école parce qu'ils n'ont pas les bonnes formes d'intelligence. Et ça crée même des souffrances chez les élèves qui sont bons à l'école parce que, d'une certaine manière, on les ampute de 6 intelligences dont ils pourraient se servir pour bien réussir à l'école. Donc ça crée beaucoup de souffrance et curieusement, c'est une souffrance qui touche énormément d'enfants, d'adolescents. Et à une époque où on s'apitoie beaucoup, et ce qui est normal sur la souffrance des enfants, c'est une souffrance qui laisse tout le monde indifférent. C'est comme ça. Les enfants souffrent à l'école, qu'un important. Donc ça crée beaucoup de souffrance. Et ça crée aussi beaucoup d'échecs. Un chercheur américain, Bruce Campbell, affirme, et je serai prêt à le suivre, que 80% des échecs scolaires pourraient être évités uniquement en introduisant une pédagogie intelligence multiple dans l'enseignement, c'est-à-dire en sollicitant régulièrement toutes les 8 formes d'intelligence. 80% des échecs scolaires pourraient être évités. Que fait le gouvernement? Citoyens de tous les pays, exigeons des gouvernements intelligence multiple. Voilà un programme intéressant, un programme politique intéressant. Nous exigeons les 8 intelligences, que les 8 intelligences prennent le pouvoir. Bon, on peut rêver. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Alors d'abord, il faut les reconnaître, ces intelligences. Là, il y a en gros une bonne manière et une mauvaise manière de faire. La mauvaise manière de faire, c'est de faire des tests. Les tests sont totalement contraires à l'esprit intelligence multiple, qui est une approche respectueuse de l'intelligence et de la personnalité humaine. Alors les tests, il y en a plein sur Internet. Vous allez sur Internet, vous tomberez sur plein de tests. Évitez-les. Le meilleur moyen, c'est l'observation.
Observez-vous vous-même, observez les autres. Et petit à petit, découvrez le bouquet d'intelligence que chacun a et que vous avez. Après, on peut l'utiliser en famille pour développer toutes les intelligences de ses enfants. Ils vous en seront reconnaissants toute leur vie. On peut l'utiliser avec les devoirs à la maison, c'est-à-dire aider l'enfant à trouver ses intelligences fortes et lui permettre d'utiliser ses intelligences fortes le plus possible. Et même dans la vie professionnelle, imaginez un projet, vous avez un chef de projet, une équipe projet. Plutôt que de prendre dans l'équipe projet des clones du chef de projet, prenez toutes les intelligences, faites en sorte que toutes les intelligences soient représentées et vous verrez que votre projet va fonctionner beaucoup mieux. Ça marche très bien aussi dans le monde du travail. Une fois, j'ai reçu un message d'un monsieur qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, voilà, il m'a raconté. Il m'a dit, il avait 35 ans, il m'a dit, mon parcours scolaire a été une souffrance, il employait le mot souffrance. Mon parcours scolaire a été une souffrance de la maternelle jusqu'à l'université, sans arrêt. Pourquoi? Parce qu'il était un élève médiocre. Et il sentait cette médiocrité dans le comportement et dans le langage des enseignants qu'il a eus, ou de la plupart des enseignants qu'il a eus. Et il en a souffert toute sa scolarité. Et enfin, il sort du système scolaire. Et là, il travaille, il emploie, on va dire, ses intelligences comme il l'entend. Et là, il réussit brillamment. Alors il se dit, je suis schizophrène, pas possible. J'étais médiocre, maintenant je réussis brillamment, qu'est-ce qui se passe? Avant de consulter un psychiatre, tout de même, il va sur Internet et il découvre les intelligences multiples. Et il me dit, il m'écrit, j'ai cru que M. Garner parlait de moi. Il avait 2 intelligences ultra fortes, jamais sollicitées à l'école. Donc médiocre à l'école, brillant dans son travail. Et il terminait son message par une phrase très importante. Il disait, comment je peux faire pour éviter la souffrance que j'ai vécue à ma petite fille de 4 ans? Et là, on touche un point très important. Parce que cette souffrance, elle est vécue par d'innombrables enfants, par d'innombrables adolescents, et qui vont devenir des adultes souvent, qui vont être soit éteints, soit aigris, et qui vont vouloir se venger de leurs mauvaises notes. Et peut-être que parmi vous, ici, il y en a à qui ça parle, ça. Donc c'est important de trouver une solution. J'ai un combat et j'ai un rêve. Mon combat, c'est de diminuer cette souffrance, qui est totalement inutile, imbécile. Et j'aimerais partager avec vous ce combat. J'ai aussi un rêve. Le rêve, c'est de développer, d'entretenir, donner l'envie d'apprendre à tout le monde, aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Parce que quand on a envie d'apprendre, on a envie de vivre. Pour moi, les deux sont liés. Quand on aime apprendre, on aime vivre. Et quand on aime vivre, une fois adulte, on ne bat pas ses enfants, on ne prêche pas une guerre ou on n'écrase pas ses collègues pour gagner le plus d'argent possible. On a juste envie de vivre humainement. On pourrait commencer juste un instant, tout de suite. Imaginez, rappelez-vous, un enfant ou un adolescent que vous connaissez bien, qui a eu des difficultés à l'école et qui pourtant avait des talents tout à fait étonnants en dehors de l'école. Et cet enfant ou cet adolescent, d'ailleurs, c'est peut-être vous-même. Portez un autre regard sur cet enfant ou cet adolescent. Ne voyez pas ses mauvaises notes, mais voyez ses richesses. Changez votre regard. Et là, tout peut changer. Je vais faire un double appel. D'abord, j'aimerais faire un appel aux enseignants. Tentez l'aventure des intelligences multiples. Il y a de plus en plus d'enseignants qui le font. Et vous allez découvrir vos élèves d'une manière complètement différente. Vous allez changer votre regard sur vos élèves, sur votre métier et sur vous-même, avec parfois des résultats tout à fait incroyables. Vous allez redonner vie à des élèves. Et un deuxième appel, ça serait à vous qui m'écoutez. Parce qu'on peut toujours imaginer que les changements viennent de l'extérieur, qui vont tomber du ciel ou d'hommes politiques extraordinaires qui nous promettent monts et merveilles. Mais non, en fait, le changement, c'est en soi qu'on doit le faire, qu'on peut le faire et qu'on doit le faire.
Donc, ce changement, c'est de développer vos intelligences multiples. J'aime bien une phrase de Mandela qui disait, à peu près, au fur et à mesure que vous vous autorisez à libérer la lumière qui est en vous, vous permettez aux autres de libérer la lumière qui est en eux. De la même manière, je vous dirais, au fur et à mesure que vous vous autorisez à développer toutes les intelligences qui sont en vous, vous permettrez aux autres de développer toutes les intelligences qui sont en eux. Et à partir de là, tout peut arriver. Merci. Bien, voilà. Alors, tout est dit. Presque. On va continuer à commenter un peu tout ce qui a été dit, qui a été résumé ici dans cette vidéo. Bien, alors on continue. Bien, donc, alors, cette théorie des intelligences multiples donc, nous vient de Howard Gardner, psychologue américain, professeur en sciences de l'éducation et professeur en neurosciences. Oui, cette théorie des intelligences multiples est de l'année 83. Ça fait à peu près 40 ans qu'on parle de ça, et beaucoup plus évidemment ces dernières années. Je crois que la traduction française est des années 2000, donc on va dire que ça fait une vingtaine d'années en français. Donc Gardner se posait la question de savoir qu'est-ce que l'intelligence d'abord. Hein, donc le préjugé qu'on a ou qu'on avait, peut-être maintenant moins, qu'il y avait une intelligence unique, universelle, valable pour tout le monde. Hein. C'est la même chose à Paris, à Buenos Aires ou à New York. Les gens sont intelligents de la même manière. Et on peut les diviser, comme à l'école, en gens intelligents et en gens pas intelligents ou moins intelligents peut-être. Et tout ça se fait ou se faisait avec un test, avec le quotient intellectuel, le test qui mesure le QI. Mais évidemment, Gardner s'est rendu compte que toutes les facettes ne sont pas prises en compte. 80% des questions de ce test font référence à seulement 2 types d'intelligence. Donc, on laisse beaucoup de choses de côté. Il a commencé par s'intéresser à des gens qui avaient des lésions cérébrales et aussi à des autistes qu'il a appelés des idiots savants. Et il a remarqué que certaines personnes à qui il manquait une partie du cerveau ne fonctionnait pas, étaient tout à fait capables, par exemple, de répéter un concerto pour piano en l'ayant écouté une seule fois. Donc, quelqu'un qui est capable de faire ça, c'est quelqu'un d'intelligent. Donc voilà, c'est ce qu'il a appelé les idiots savants. Et c'est comme ça qu'il s'est rendu compte qu'on avait plusieurs types d'intelligence qui sont indépendants. Les types sont indépendants les uns des autres. Une personne a peut-être perdu un certain type d'intelligence, mais est tout à fait capable, par exemple, de répéter un concerto pour piano en l'écoutant une seule fois. Donc, il a vu qu'il y avait des multiples facettes et donc il a identifié ces 8 types d'intelligence, et à partir de là, il a élaboré le concept des intelligences multiples. Et il a remarqué que tout le monde les possède. Elles sont dans notre ADN, mais chacun les développe ou les a développées différemment en fonction de son contexte social, son profil de vie, etc. Et ces travaux ont eu une répercussion dans le milieu scolaire. Il s'est intéressé à ça particulièrement, comment on peut justement alors, modifier le système scolaire pour prendre en compte tous ces types d'intelligence. Une citation intéressante, hein, tout ce qui mérite d'être enseigné peut l'être de nombreuses façons, et ces multiples manières font appel à nos intelligences multiples.
On peut faire 4 sous-catégories. On peut diviser les intelligences en 4 types. D'abord, les intelligences scolaires, les intelligences d'action, les intelligences méthodologiques et les intelligences environnementales. Alors, si on commence par les intelligences scolaires, on peut parler de l'intelligence verbale, l'intelligence linguistique. Évidemment, c'est l'intérêt pour les mots en général. Quand est-ce qu'on voit ça? Quand une personne aime lire, aime écrire, elle a un intérêt pour les mots en général, pour les langues, elle est habile avec les mots et elle sait s'exprimer clairement. Elle sait exprimer clairement ce qu'elle pense, ce qu'elle veut dire. Ce type de personne est souvent s'intéresse pour les débats, pour la poésie, pour les mots croisés, par exemple, ou les jeux avec le langage, les anagrammes, par exemple. Voilà, les mots, le verbe, les lettres. Ça, c'est l'intelligence verbale et linguistique. Comment est-ce qu'on peut utiliser ou mettre en place des exercices avec ce type d'intelligence? Donc, pour les profs de langue que je suis, que nous sommes pour la plupart, c'est ce qui est le plus facile, disons. C'est tous des exercices qu'on peut utiliser avec les mots et la langue. Donc, par exemple, répondre à des questions oralement ou par écrit, de préférence à développer. Comme ça, on utilise plus la langue qu'un simple QCM, un questionnaire à choix multiples. Après, on passe à l'écriture. On peut utiliser différents types de rédaction, des résumés, des commentaires, des synthèses, etc. On peut préparer des exposés, rechercher des informations sur Internet, en bibliothèque. On peut s'entraîner à la lecture rapide. On peut travailler avec le vocabulaire. On peut jouer avec des mots. Les jeux de mots sont très intéressants, le Scrabble, les anagrammes, les poésies. Et dans notre contexte bilingue ou plurilingue, s'intéresser aux autres langues et faire des comparaisons entre les langues, par exemple. Deuxième type d'intelligence scolaire, c'est l'intelligence logico-mathématique. Là, nous sommes avec les personnes qui sont à l'aise avec les chiffres. Avant, c'était les lettres, maintenant, c'est les chiffres. À l'aise avec la résolution des calculs, la compréhension du fonctionnement des objets et des phénomènes, comment les choses fonctionnent, quelle est la cause entre tout ça. Ils expérimentaient de manière logique, chercher les relations de cause à effet, chercher le pourquoi. Et ils aiment analyser, ordonner, catégoriser ou encore émettre des hypothèses. À l'école, comment on peut aider les élèves qui privilégient cette intelligence? Par exemple, en organisant son plan de travail, en établissant des listes. Quelque chose d'utile, c'est de travailler avec un agenda ou un calendrier. Ce type de personne aime ça. Faire des listes, des checklists. Établir des liens logiques entre les concepts. Intéressant, acquérir une démarche scientifique, ça on peut tout à fait le faire en cours de langue, en établissant une problématique, des hypothèses, des arguments et reprendre ça dans la dissertation par exemple. On peut adopter une démarche scientifique. Jouer à des jeux de réflexion, alors évidemment le Sudoku c'est plus en mathématiques par exemple, mais on peut utiliser en cours de langue des choses où on utilise la logique, comme le Cluedo, par exemple. On continue avec l'intelligence interpersonnelle. Alors, l'interpersonnel, c'est les personnes qui sont tournées vers les autres. Elles sont en général empathiques et sensibles, évidemment, toujours prêtes à aider les autres, à entrer en contact avec n'importe qui. C'est souvent ce type d'élève qui va parler avec les élèves avec qui personne ne parle, qui aime aider les autres et qui aime beaucoup travailler en équipe. Ils aiment beaucoup communiquer et ils le font bien en général. Et ils aiment comprendre les comportements humains et servir de médiateurs, de médiatrices pour résoudre toutes sortes de conflits. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'école? On peut organiser des activités coopératives, des travaux de groupe. Alors, on peut organiser un travail en groupe, par exemple, vous faites une présentation en groupe, mais aussi, chacun peut faire son exercice individuellement et aider les autres à faire
coopérer, donc aider les autres à faire ce même exercice, mais de façon individuelle. Partager ses idées lors de débats. Très intéressant, travailler l'interculturalité. Oui, c'est ce que je fais moi dans mes cours. J'étudie, c'est un cours d'études interculturelles, donc souvent ce type d'élève est très ouvert aux autres cultures, justement. Alors s'intéresser à des cultures qu'on ne connaît pas du tout, par exemple l'Afrique qui est souvent délaissée, l'Asie, hein, et ne pas se concentrer sur les cultures majoritaires, par exemple. À ce type d'élèves, on peut leur donner le rôle de porte-parole et d'élever de classe. Ils en seront probablement ravis, vu qu'ils aiment bien servir de médiateurs. Le contraire, c'est l'intelligence intrapersonnelle. Ce type de personne se sent mieux quand elle est seule. Et ils apprécient beaucoup la solitude, ils aiment être dans leur bulle, profiter du calme. Ils ont leurs propres opinions et sont capables de faire un bilan personnel, ils se posent beaucoup de questions et ils ont une forte conscience d'eux-mêmes. Ils connaissent bien leurs points forts et leurs points faibles et ils savent utiliser justement leurs points forts à bon escient. Qu'est-ce qu'on peut faire en classe? Justement, encourager et à adopter justement une posture réflexive sur soi-même, de penser en ses capacités, ses points faibles, etc. Et après, savoir donner une opinion personnelle, même sur des sujets controversés. Alors, les gens qui ont conscience d'eux-mêmes sont capables de donner leur opinion sans se laisser influencer. Bien, c'est facile à dire, évidemment, pas à faire. Alors, il faut trouver les moyens de le faire, c'est de laisser parler les élèves et quand quelqu'un donne une opinion, évidemment, les autres ne doivent pas se moquer de lui, etc. Très important, je pense que c'est très important de le faire peut-être en début d'année et en fin d'année ou en fin de trimestre, d'avoir des démarches d'auto-évaluation. Que chaque élève voit ce qu'il a acquis, quelle est sa situation scolaire, comment il peut s'améliorer, voir ses points faibles, ses qualités, etc. C'est beaucoup plus intéressant que l'élève le fasse lui-même que le prof ou la prof le lui dise, hein, et beaucoup plus utile aussi. Bien, on continue avec une autre intelligence qui est l'intelligence kinesthésique. Alors, kinesthésique implique le mouvement, évidemment, c'est bouger, c'est faire du sport. Ce type de personne est agile avec les mains. Ces personnes les utilisent beaucoup, même pour parler, et elles aiment toucher les gens, toucher tout ce qui les entoure. En général, ces personnes contrôlent bien les mouvements de leur corps, et elles aiment manipuler, toucher, parfois créer des objets. Alors, comment faire ça en cours de langue? C'est pas si facile, mais on peut toujours trouver quelque chose à faire. Apprendre en bougeant et en faisant, en touchant les choses. Bon, en bougeant, on va pas se lever pour lire des textes ou pour écrire, mais créer ou représenter des scénettes, c'est quelque chose de très intéressant, ou les mimer. Hein? On peut par exemple lire des pièces de théâtre, des scènes, et après les représenter. Les élèves bougent dans la classe, ils aiment beaucoup ça. Alors, le troisième point n'est pas très écologique. C'est vrai, aujourd'hui, on lit beaucoup sur écran. Mais ce type d'élève préfère toucher, donc lire sur papier avec des vrais livres. Et ça, c'est intéressant pour les plus petits, avec différentes textures. Souvent, les livres sont avec différentes textures sur les pages. Donc, surtout pour les plus petits. Faire des travaux manuels, des affiches, des dessins, des maquettes, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi en cours de langue, lors de présentations, par exemple, ou à partir d'une lecture de texte, proposer de faire une affiche, ou d'une maquette, par exemple, c'est tout à fait possible aussi. On continue avec l'intelligence visuelle et spatiale qui est associée aussi. Ces élèves sont intéressés par l'art sous toutes ses formes, l'art plutôt visuel ici, donc dessiner, peindre, photographier, etc. Ils ont de la facilité à se repérer dans la salle, dans l'espace, capables de concevoir avec facilité des structures, de construire des plans, de suivre un plan. On leur donne un plan, ils le font facilement. Et ils ont évidemment une mémoire visuelle, hein, photographique. Ils se souviennent mieux avec une image et ont souvent besoin d'une image pour comprendre.
Qu'est-ce qu'on peut faire à l'image, à l'école? Alors justement, réaliser des images mentales, des cartes, des schémas, des graphiques, etc. Utiliser des couleurs, des images en complément de nos textes, comme professeur, illustrer nos textes et utiliser des couleurs si possible. Pas facile, évidemment, avec les photocopies, mais on peut le faire si on leur montre des documents sur Internet, sur écran, par exemple. Leur proposer de réaliser des présentations visuelles. Alors maintenant, ils peuvent faire des PowerPoint, bien de faire des représentations théâtrales aussi, quelque chose de bien visuel. Ce type d'élèves aime beaucoup aussi, alors ça c'est surtout pour les plus petits, hein, les puzzles, les labyrinthes ou le jeu du memory, par exemple. On passe à l'intelligence musicale, donc qui occupe forcément une grande vie. La musique, hein, elle occupe une grande vie dans la vie de ces personnes. Ces personnes qui fredonnent tout le temps, qui aiment fredonner, qui aiment chanter, qui aiment composer eux-mêmes peut-être, qui aiment jouer d'un instrument et qui battent le rythme, qui tapotent tout le temps du pied ou avec la main. Et ces personnes captent facilement les différents accents d'une langue, de la propre langue ou bien d'une langue étrangère. Elles sont très sensibles à ça. Et aussi sensibles à tous les types de sons non-verbaux et au bruit de la vie quotidienne. Hein. L'exemple qu'on avait dans la vidéo tout à l'heure, le feulement d'un V8, le bruit d'un moteur, par exemple, des gens qui sont très sensibles à ça, qui aiment beaucoup les bruits et les différents sons. Comment on peut faire ça en cours de langue? Alors, évidemment, on ne va pas s'amuser à jouer de la musique, quoique on pourrait aussi leur proposer de composer une chanson qu'ils peuvent accompagner par des instruments, mais par exemple de faire une lecture rythmée de poésie, hein, souvent, ou de textes poétiques, de mettre du rythme dans ça, et comme prof aussi, de le lire, de ne pas avoir peur de le faire avec rythme. Travailler avec des chansons, je pense que c'est très important. En cours de langue, beaucoup travailler, enfin beaucoup, une grande partie du temps de le faire avec des chansons, ça améliore la compréhension orale, évidemment, et pour ce type d'élèves, c'est essentiel, hein, des chansons, ou bien de leur lire des comptines aux plus petits, des poèmes, qu'ils les lisent eux-mêmes, par exemple. Et on passe à notre dernière intelligence, l'intelligence naturaliste. Ces personnes sont passionnées par la nature, donc la flore, la faune, par exemple, mais aussi par les phénomènes naturels en général. Ils aiment beaucoup passer du temps en plein air et ils cherchent à mieux connaître leur environnement naturel et à l'explorer. Ils aiment beaucoup distinguer, collectionner et inventorier, surtout ça, inventorier les choses qui nous entourent. Comment on peut mettre en place ça à l'école? Principalement en contribuant activement à la protection de l'environnement. Les élèves sont très sensibles à ça. On peut organiser des fois des cours extramuros en sortant et en donnant peut-être le cours à l'extérieur, dans un cours de récréation, ou voire en sortant, en faisant une excursion en forêt, dans un parc, etc., pour parler, je ne sais pas moi, avec les petits du vocabulaire, de la nature, ou pour les plus grands, en ayant vu un texte littéraire spécifique, avec un vocabulaire spécifique qu'on a étudié en classe préalablement, par exemple. Quelque chose d'intéressant, c'est aussi d'utiliser une approche critériée pour classer les informations, analyser une problématique, donc utiliser en général différents systèmes de classification. Bien, alors, pour mettre tout ça en pratique, c'est intéressant de prendre par exemple une fable de La Fontaine. Alors j'ai choisi la fable du corbeau et du renard que nous connaissons tous, je pense, où Maître Corbeau, sur son arbre perché, tient dans son bec un fromage et le renard, le rusé renard, avec ses compliments, lui fait ouvrir le bec et évidemment, le fromage tombe de son bec et le renard mange le fromage et fait en plus de ça la morale au pauvre corbeau. Bien, alors, on a cette fable, par exemple, en cours de langue. Comment est-ce qu'on pourrait travailler cette fable en essayant d'utiliser pas seulement, évidemment, l'intelligence verbale linguistique, sinon les autres types d'intelligence.
Alors, on peut utiliser, si on parle d'intelligence linguistique, on peut analyser les verbes, par exemple, les temps verbaux, on peut regarder les répétitions de mots, le travail avec les rimes. On peut faire plein de choses en utilisant l'intelligence linguistique. Par exemple, tout simplement lire la fable, la lire soi-même ou faire lire les élèves. Reformuler le texte, faire des descriptions de ce qu'il y a dans le texte, écouter l'histoire et résumer l'histoire, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire pour développer cette intelligence. Pour l'intelligence logico-mathématique, on peut compter le nombre de personnages. Bien, là, il n'y en a que 2, mais si on prend d'autres fables, on peut les faire compter. Bon, c'est plus intéressant pour les plus petits. On peut découper la fable en étapes. Vu que c'est quelque chose de logique, on peut se poser des questions sur la morale, sur la causalité. Et pour moi, la partie la plus intéressante, c'est par exemple imaginer d'autres suites possibles pour développer l'imagination et cet esprit logique. L'intelligence intrapersonnelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, vu que c'est quelque chose qui concerne la conscience de soi, on va dire, on va essayer de se situer personnellement par rapport à la morale de l'histoire ou à un des personnages, au lieu, par exemple. Est-ce que moi, je m'identifie plus au corbeau? Est-ce que je m'identifie plus au renard? Pourquoi? C'est une identification personnelle qu'on peut faire. L'intelligence interpersonnelle, alors ça va être un travail en groupe, ça peut être jouer la scène, petite pièce de théâtre, jouer les personnages, faire un travail en groupe, réaliser une maquette du décor, de la forêt, de l'arbre, des personnages, dessiner une BD, chacun peut dessiner une vignette avec toutes les scènes de l'histoire. Si on continue avec l'intelligence visuelle, intelligence spatiale, peut imaginer le décor ou l'allure des personnages, on peut illustrer la fable de différentes manières, avec des images, des photos, on peut faire un roman photo, un mélange de bande dessinée et de photos, et on peut imaginer, se faire une image mentale de la fable. L'intelligence corporelle kinesthésique, on peut évidemment jouer le théâtre, on peut jouer la fable, on peut la mimer, sans parole aussi, simplement en bougeant le corps. On peut réaliser une maquette, comme avant, du décor de la fable et jouer justement cette fable avec le décor réalisé. On pourrait aussi s'imaginer de fabriquer un costume, peut-être, justement pour jouer la fable correctement. L'intelligence musicale, ce serait écouter cette fable, justement la conter ou encore la chanter, pourquoi pas. Le prof peut lire la fable et les élèves peuvent imaginer une version chantée de la fable. Et aussi intéressant, pendant que la fable est jouée, par exemple, en utilisant l'intelligence antérieure, d'autres élèves peuvent recréer le bruitage de la scène avec les bruits des petits oiseaux, par exemple. Et on termine avec l'intelligence naturaliste. On peut classer, on peut faire un classement, une classification des différents éléments de la fable. On peut identifier les différents éléments naturels de la fable. Finalement, on peut situer ces éléments par rapport à d'autres êtres vivants. On peut les comparer avec d'autres animaux de la même famille. Donc voilà. Finalement, on voit qu'on peut utiliser les intelligences multiples dans un cours de langue et c'est tout à fait possible de le faire. Après, souvent, à nous comme prof de langue, alors, on n'aime pas peut-être, vu que notre intelligence principale, c'est évidemment l'intelligence linguistique, on n'est peut-être pas très attiré par tout ce qui est maquette, faire des dessins ou des choses comme ça. Ça ne nous intéresse pas forcément. Mais évidemment, il faut justement chercher l'intérêt des élèves et comment les motiver. Donc, important d'observer, comme on a vu avant dans la vidéo, d'observer d'abord
quel type d'intelligence on peut avoir ici ou là dans la salle. Et évidemment, ça prend du temps, hein, on ne peut pas faire ça en début d'année, mais une fois qu'on voit plus ou moins le type d'élèves auquel on a affaire, de le faire. On n'a pas parlé des évaluations. Alors, important dans les évaluations, justement, comment évaluer tout le monde si tout le monde n'a pas le même type d'intelligence? Alors, ce qui est important, c'est dans nos évaluations de différencier toujours. Et comment est-ce qu'on peut différencier? En donnant le choix, tout simplement. En donnant le choix, alors souvent, donner le choix entre telle ou telle question, entre telle ou telle question. Donner 2 sujets, par exemple, parfaitement donner 2 sujets, choisis un sujet et fais un commentaire, donne ton opinion personnelle, résume le sujet que tu préfères et donne ton opinion. On peut donner 2 textes qui fassent ça, par exemple. On peut donner 2 questions sur un texte qu'ils lisent et qu'ils choisissent la question. On pourrait leur donner l'option de répondre oralement, de répondre par écrit, ou de répondre avec un dessin. Par exemple, ça c'est tout à fait possible, ou de répondre aussi en faisant un schéma. Je ne sais pas, moi, on travaille le subjonctif, alors fais un schéma sur le subjonctif. Un autre préférera faire un classement, par exemple. Un autre préférera écrire et comment on forme le subjonctif avec une règle, avec une phrase faite. Donc voilà, c'est tout à fait possible dans nos évaluations de prendre en compte ces différents types d'intelligence. Voilà. Merci beaucoup, Abel. Très intéressant tout ça. Merci aussi pour tes conseils et ce parallèle que tu fais entre les intelligences multiples et comment finalement proposer des activités donc en fonction de ces différentes intelligences. Moi, j'aurais 1 ou 2 questions à te poser. Oui. La première est la suivante. Toi, en tant qu'enseignant de français, comment tu identifies, quelles seraient tes stratégies que tu peux partager donc avec tes collègues? Comment tu identifies les intelligences chez tes apprenants? Et une deuxième question qui en découle, comment tu fais pour que eux prennent conscience de leur intelligence? Voilà, je ne sais pas si tu as des choses à partager par rapport à ça. Tu parlais de diagnostic. Oui, bien sûr. Alors, évidemment, quand on a dans notre classe, on voit tout le temps, toujours les élèves qui sont timides ou pas. Donc, les élèves qui aiment parler, c'est souvent ceux qui ont une intelligence interpersonnelle. Alors, des fois, c'est difficile, les bavardages. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les bavardages? Une personne qui parle tout le temps, qui parle avec ceux qui sont autour, c'est peut-être plus fort que lui ou qu'elle. Alors bon, essayez peut-être de ne pas être trop strict, la première chose. Et après, une chose intéressante, c'est de proposer des travaux en groupe. Proposer d'emblée un travail en groupe à faire et on voit tout de suite qui sont les leaders, qui sont ceux qui parlent le plus. Peut-être de leur dire, formez des groupes librement. Alors tout de suite, on va voir qui sont les leaders, qui aiment parler, ils vont s'organiser, ils vont utiliser l'espace de la classe, tout simplement. Certains vont se mettre au fond, ils vont dire « venez, venez, on va ensemble ». Alors on voit ceux qui aiment occuper l'espace, on voit qui sont les leaders, qui aiment parler, qui aiment être en relation avec les autres. Et on voit tout de suite ceux qui sont timides, qui n'aiment pas faire ce type de travail, qui n'aiment pas du tout, qui préfèrent le faire tout seul. Alors une fois qu'on a vu ça, par exemple, c'est facile après de donner des options, de proposer plus tard. Alors, on va parler de tel ou tel thème. Vous avez l'option de le faire en groupe ou pas. Ça, ce serait déjà le premier choix. Alors, des élèves vont tout de suite le faire en groupe, d'emblée, et d'autres non. D'autres vont préférer. Moi, par exemple, j'ai une élève qui dit non, moi, j'ai pas envie de le faire en groupe, je préfère le faire seul. Donc, ne pas obliger à l'élève à ce qu'il fasse quelque chose où il va se sentir peut-être, il ne va pas être à l'aise, disons, et son travail ne va pas refléter réellement ses capacités. Alors ça, je pense que c'est un bon truc de proposer des travaux en groupe pour voir un peu ce type de choses, par exemple. Après, de proposer aussi justement des chansons. Alors, on voit tout de suite les gens qui sont intéressés par les chansons, par des films, et de leur poser la question. De leur poser la question et peut-être aussi de faire en début d'année une auto-évaluation pour voir leurs préférences. Tu préfères lire, tu préfères écouter des chansons et comme ça on a un peu une idée, on peut faire un diagnostic de la classe. C'est très intéressant. Donc, du coup, effectivement, de les mettre en situation
de les exposer finalement à des activités qui permettent de susciter, d'activer les différentes intelligences pour effectivement identifier les élèves qui auraient une intelligence logico-mathématique, d'autres intrapersonnelles. Donc, ça demande quand même de l'enseignant une forte capacité d'observation. On est d'accord? Oui. Très bien. Observation, mais comme tu le dis à la fin, qui peut être accompagnée par un questionnaire où ils vont pouvoir effectivement eux-mêmes cocher des réponses qui vont donner à l'enseignant des indices sur les intelligences à solliciter en fonction de chaque apprenant. Très bien. Et je remarque également que finalement, ces intelligences multiples, enfin la mise en pratique de ces intelligences multiples en classe doit être accompagnée d'une certaine manière d'une pédagogie différenciée. C'est bien cela? Oui, voilà, ça va ensemble, en fait, la pédagogie différenciée, où on voit tout de suite peut-être les élèves qui ont des difficultés. On a parlé avant d'idiots savants, hein, il a dit ça, Howard Gardner. Peut-être qu'il y a des élèves qui ont des difficultés médicales, tout simplement. Alors, ce type d'élèves, évidemment, il faut les différencier. On ne peut pas les évaluer de la même manière que le reste de la classe. Donc voilà, il faut tenir ça en compte. Essayer, c'est jamais facile, on n'a pas l'habitude de le faire dans les évaluations, mais principalement, simplement, justement, en laissant le choix de faire ça simplement, l'élève se sent plus motivé parce qu'il sent que il est plus engagé, on va dire. Alors, j'ai une toute dernière question, Abel, avant de fermer cet atelier webinaire. C'est un peu une question piège, finalement, puisque tout est centré, ta présentation a été beaucoup centrée sur l'identification des intelligences multiples chez les apprenants, d'observer un petit peu les comportements des uns et des autres pour pouvoir adapter son enseignement. Et donc, ma question est un peu la même, mais à l'inverse. C'est-à-dire, toi, en tant qu'enseignant, en tant qu'ancien apprenant, mais maintenant tu es de l'autre côté du tableau, comment tu as fait pour identifier tes intelligences? Parce que comme ça a été dit au départ dans la conférence qu'on a écoutée, c'est que pour identifier les intelligences multiples chez nos apprenants, il faut qu'en tant qu'enseignant, on ait conscience aussi donc des intelligences qui sont saillantes. Et est-ce que tu aurais des conseils ou des pratiques que tu as mis en place pour toi-même, en fait, en tant qu'enseignant et que personne, individu, de manière générale? Alors des conseils, non, ce serait trop dire, je sais pas vraiment. Pour moi, ça a été facile. Ça a été facile parce que c'était très clair depuis mon adolescence, on va dire. J'ai toujours beaucoup aimé la lecture. Donc, depuis toujours, j'ai beaucoup aimé lire et j'étais toujours intéressé par les jeux avec les mots. Donc, le Scrabble, le Trivial Pursuit, le jeu du petit bac, tous ces types de jeux, j'ai adoré depuis petit. Donc, alors avec les élèves, on peut faire ça, on peut faire différents types de jeux. Alors comme ça, on voit les élèves qui préfèrent les jeux mathématiques, le sudoku ou les jeux avec les lettres. Ça, c'est facile à voir. Dans mon cas, c'était les lettres, les sonorités, les jeux avec la langue, beaucoup de lectures, j'ai vu ça rapidement. Et donc, passionné des langues, donc je parle de 2 langues, le français et l'espagnol sont mes 2 langues maternelles depuis petit, et ça m'a toujours intéressé. Donc pour moi c'était facile. C'était facile. Alors après, je pense que nous, comme profs de langue, on a tous la même intelligence, logiquement, je pense, linguistique. Mais on a toujours d'autres intelligences qu'on peut apprécier. Alors moi, comme prof, moi j'aime beaucoup le cinéma, donc évidemment, moi je donne des choses que moi j'aime aussi. Donc je travaille beaucoup avec des films, avec des chansons. C'est vrai qu'on a tendance à donner des choses qu'on aime. Évidemment, les choses qu'on aime, c'est les choses qu'on connaît, donc qu'on peut transmettre le plus facilement. Donc évidemment, il faut savoir ce qu'on aime pour pouvoir bien le transmettre. Bien sûr, merci Abel.
Je t'ai dit que c'était la dernière question, mais j'ai encore quelques remarques ou peut-être suggestions. Comme tu le dis, c'est vrai que ça peut être risqué dans le sens où, en tant qu'enseignant, on va effectivement choisir, sélectionner des choses qui nous font plaisir en oubliant effectivement que l'objectif, c'est qu'il y ait apprentissage. Et peut-être que ce qui peut être intéressant aussi, c'est de proposer aux élèves, aux apprenants, de faire des propositions pour la classe. Dire, voilà, qu'est-ce que toi, tu aimerais qu'on travaille et d'alterner avec des propositions qui seraient faites directement par les apprenants, bien évidemment les adaptant à la classe, en pédagogisant les propositions, mais je pense que ça peut être une des options également. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas, Abel, d'avoir partagé avec nous toutes tes connaissances autour de cette thématique assez importante. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, je voulais encore te remercier pour tout cela. Mais de rien, merci beaucoup.